L'Europe a fait face à une année mouvementée en 2012, un test de la cohésion européenne. Nous allons en discuter et les perspectives pour l'année 2013 dans cette interview avec le président du groupe du Parti populaire européen, Joseph Daul, dans son bureau ici au Parlement européen. Monsieur le Président, bienvenue et merci de nous avoir accordé cette interview. Bonjour. C'était une année difficile pour l'Europe. Croyez-vous que l'Europe commence à s'en sortir? C'était une année très difficile, 2012. C'est une année où on a commencé à prendre des décisions. Et bien sûr, ces décisions, on ne les voit pas tout de suite. Et ça ne va pas très vite non plus. Et ça ne va pas assez vite pour le commun des mortels ou pour les citoyens. Mais je dirais aussi, je suis très confiant qu'on va vers l'avant. Et je prends souvent ce qu'on peut peut-être reprocher au niveau de l'Europe, et ça, ils ont raison, nos concitoyens, c'est qu'on a peur de décider. À 27, on ne décide pas assez rapidement. Alors après ce sommet européen en décembre, est-ce que le verre est moitié vide ou moitié plein? Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Parce que si vous voyez le verre à moitié vide, vous ne pouvez pas, en tant que responsable, voir le verre à moitié. Mais vous-même, vous avez dit qu'il y aurait dû avoir beaucoup plus de chemin cette fois-ci, non? Non, j'ai dit que ça ne va pas assez vite. Pas assez vite, voilà. Parce que l'autre crise que j'ai gérée, et je peux le dire, c'était la grande crise de la vache folle. Ça n'a rien à voir, mais en termes de gestion de crise, c'est exactement la même chose. Quand la crise est là, il faut d'abord regarder, réfléchir avant d'agir, mais après, il faut agir. Et pour moi, nous n'agissons pas assez rapidement pour sortir de la crise. Qu'est-ce que vous voudriez voir dans ces prochains mois pour adresser cette crise? Mais une gouvernance entre les pays au niveau de l'euro, c'est-à-dire une harmonisation fiscale et sociale. Et je le dis encore aujourd'hui, ce n'est pas une uniformisation, mais il faut une harmonisation et beaucoup plus rapide. Il faut aller beaucoup plus vers cette intégration européenne et cette gouvernance européenne. Quand allons-nous aller beaucoup plus vers ce budget de 2014-2020? Ça traîne, hein? Est-ce que vous êtes optimiste qu'on pourra arriver à une solution dans les prochains mois? Je suis réaliste. De toute façon, nous sommes contraints, comme nous l'avons été, rappelez-vous le six-pack, le two-pack, c'est-à-dire la gouvernance. Au début de 2012, les chefs d'État et de gouvernement ont dit « on n'en veut pas ». Le Parlement a fait des propositions au mois de mars. Nous n'avons pas changé nos propositions, nous avons simplement reculé parce que nous n'avons pas trouvé d'accord avec le Conseil. Et à la fin de l'année 2012, le Conseil nous a dit « vous n'allez pas assez loin ». Combien reprochez-vous contre la Grande-Bretagne? Est-ce que c'est tout à fait leur faute? Mais ce n'est pas uniquement la Grande-Bretagne au niveau de leur faute. Sur le budget, nous allons voir. Quel est le courage des Européens? Si nous avons 26 pays qui trouvent une solution, ce n'est pas la Grande-Bretagne tout seul qui pourra bloquer. Mais d'abord, il faut trouver les 26 ou les 24. Donc, je crois que c'est ça maintenant. Et nous allons avoir de telles difficultés, si nous ne trouvons pas d'accord, que les citoyens ne nous le pardonneront pas au niveau des élections européennes de 2014. Et justement, où est-ce que ça doit bouger maintenant dans ce budget? Vous savez, c'est un tel petit budget, les 130 milliards. On fait tellement d'histoires pour ce petit budget, mais ce petit budget est nécessaire pour tous les pays au niveau des investissements. Et je crois que c'est très important pour tous les pays. Parlons de la PAC, la politique agricole commune. Vous êtes agriculteur. Et c'est une partie de ce débat sur le budget. Ça constitue environ la moitié du budget européen. Non, 38%. OK, 38%. Et en tant qu'agriculteur, quel est votre avis? Est-ce que ça doit être modifié pour que ce budget soit approuvé? Premièrement, la PAC, c'est actuellement la seule politique qui est commune. Quand vous demandez à un agriculteur du nord ou du sud de l'Europe, il sait de quoi on parle. Quand je parle du budget social, il ne sait pas de quoi je parle. Quand je parle des budgets de recherche, il ne sait pas de quoi je parle. Mais l'agriculture s'est toujours adaptée. Les réformes successives nous ont permis aujourd'hui d'assurer la sécurité alimentaire avec des produits de qualité. Donc c'est la seule politique qui est européenne. Si toutes les politiques étaient gérées comme l'agriculture représenterait 3 à 4% du budget européen. Parlons du consommateur. Il y a un effort d'abattre les prix du télécom mobile, n'est-ce pas? Ça, c'est peut-être une réussite de cette année, non? Ça fait partie de la mise en commun des règles. C'est comme le marché, ça fait partie du marché unique. Et je crois que pour les télécoms, au niveau des concitoyens, nous avons fait un pas énorme. Et si nous mettions tous les marchés publics en règle, c'est-à-dire nous pouvons gagner 2% de croissance.
Et avec les marchés numériques, 4% de croissance dans un moment où il n'y a pas de croissance dans les différents pays pour créer des emplois, la croissance est sur la table. Ok, parlons encore un tout petit peu de ce marché unique européen. C'est vieux de 20 ans cette année, avec un demi-milliard de consommateurs. Pour les consommateurs et pour les entrepreneurs, quel progrès a fait le Parlement vers un marché unique plus efficace? Quels sont les exemples? Mais l'exemple, c'est le roaming. C'est vraiment l'exemple. C'est vraiment l'exemple. C'est que maintenant, quand on passe les frontières, ce n'est pas encore parfait, mais à 27, et l'Europe n'est pas parfaite, elle avance. Comme le dit le président Van Rompuy, par ondulation, non pas par choc, sinon ça n'avance pas. Et je crois que le roaming, c'est vraiment la compréhension. C'est pour ça que maintenant le marché numérique doit s'accélérer. Voilà, et aussi pour les PME, le marché unique. Mais bien sûr, pour les PME, c'est exactement pareil. Oui. Nous devons harmoniser pour que les entreprises qui font des appels d'offres en France et celles qui font des appels d'offres dans les autres pays, la Belgique, je prends mes voisins au niveau de l'Allemagne, puissent comprendre qu'on est en Europe, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et le brevet européen aussi, c'est un autre exemple, non? C'est un autre exemple qui a duré d'ailleurs trop longtemps et que nous avons voté là. Voilà, je crois que c'est 20 ans presque. Et donc, la semaine dernière, nous l'avons voté à Strasbourg. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais je pense quand même, nous avançons au niveau de l'Europe et ce brevet est très, très important pour nos entreprises. Retournons sur les dépenses communautaires. Combien devrions-nous nous préoccuper du manque de solidarité entre les pays membres, entre les États membres? Est-ce que le populisme et le nationalisme constituent une menace à la construction européenne? Vous savez, dans les moments difficiles, dans les moments de crise, si vous regardez l'histoire, dans un moment de crise, le populisme a toujours fait son travail et a toujours pris base et a pris la base comme otage. Mais ce n'est pas avec les propositions populistes que vous avez sur la table que nous allons résoudre la crise. Ce n'est pas avec les propositions populistes que nous allons exister dans le monde. Mais on pourra en voir davantage en avance de cette élection européenne. Mais écoutez, de toute façon, là, dans chaque pays, comment l'éviter? On voit que les populistes montent, mais en continuant notre action, en continuant à défendre nos valeurs et surtout à garder le cap. Et là, je demande chaque fois à nos partis qui sont au niveau du centre droit, nous devons garder nos valeurs pour garder nos électeurs et pour en conquérir d'autres. Mais comment contrer la politique de spectacle? Mais la politique de spectacle, vous savez, il y en a qui ont fait de la politique de spectacle. Et quand ils sont après au gouvernement, on l'a vu, je pense, aux Pays-Bas, tout ce qu'ils ont promis qu'ils ne peuvent pas tenir, ben, le régime n'a pas tenu très longtemps. Parce que les gens se rendent compte de plus en plus et très rapidement que la politique de spectacle, ça ne peut pas fonctionner. Il faut une gouvernance, il faut une gestion saine et rigoureuse et il faut défendre nos valeurs. Tournons-nous vers la scène internationale. La Syrie, par exemple, après des dizaines de milliers de morts, dans une région proche de l'Europe, que devons-nous faire maintenant? Et là, je félicite le Conseil de la semaine dernière d'avoir au moins parlé de l'embryon de la défense européenne. Parce que comme pour la Syrie, nous sommes les plus grands donateurs au monde au niveau de l'aide, au niveau du développement, au niveau de l'aide alimentaire, au niveau du monde, les plus grands donateurs. Et je prends toujours cet exemple. Mais si nous voulons distribuer la nourriture au peuple, nous avons besoin d'un hélicoptère de M. Poutine ou de M. Obama. Nous ne pouvons pas exister dans le monde avec 500 millions de consommateurs et de citoyens si nous n'avons pas une certaine défense européenne, non pas pour faire la guerre, mais pour assurer la paix et aider les plus pauvres. En ce qui concerne l'Égypte et notre politique extérieure, craignez-vous un retour à la dictature là-bas? Comment agir? Nous sommes dans une période très délicate et très difficile. Vous savez, ces pays, mettre en place la démocratie, ce n'est pas chose facile. Nous le voyons dans d'autres pays, que la démocratie, c'est une chose qui s'apprend, c'est une chose qu'on doit admettre, qu'on doit travailler tous les jours, et l'Europe doit aider pour que cette démocratie se mette en place. Mais doit aussi dénoncer si cette démocratie va dans le mauvais sens. C'est ce que nous avons toujours fait au niveau du PPE, même à l'intérieur de pays européens. Quels sont vos vœux pour l'Union européenne, pour les citoyens, pour cette nouvelle année qui vient? Je crois que pour les citoyens, il faut rappeler pourquoi l'Europe a été créée. Et je sais, certains vont me dire c'est ringard, mais le prix Nobel de la paix, 60 années de paix et de prospérité,
Ce n'est pas aussi simple que ça quand nous regardons ce qui se passe, comme vous l'avez dit, en Syrie, en Égypte, autour de nous, dans les Balkans. Et je crois que déjà ça, c'est extraordinaire. Le deuxième point, c'est l'Erasmus. Le dossier Erasmus, où il y a des millions d'étudiants qui s'échangent au niveau de l'Europe. C'est cette jeune génération qui va fabriquer l'Europe. Je souhaite surtout à tous les concitoyens de réfléchir, de ne plus parler de la crise qui existe encore, qui ne sera pas terminée en 2013. Mais nous voyons l'embryon de sortie, que ça soit, comme j'ai dit, en Lettonie, que ça soit en Irlande, que ça soit même en Espagne. Et l'Italie qui fait des progrès, je pense que là aussi, c'est un embryon. Et le travail de 2011 et de 2012 vont être payants en 2013. Et c'est pour ça que je suis assez confiant de rentrer pour 2014 dans les élections européennes. Merci, M. Daul, de nous avoir rencontrés sur l'EPP TV. Et bonne année. Merci.